Une étudiante de première année dans une université prestigieuse a disparu sans laisser de traces après un match sportif, laissant sa voiture ouverte et les clés dans le parking. La police n'a pas enquêté sur l'affaire, pensant que la jeune femme s'était simplement enfuie, mais ses parents et ses amis savaient que quelque chose de terrible s'était produit. Pendant 12 ans, le mystère est resté non résolu et ce n'est qu'après tout ce temps que la vérité a éclaté. Shannon Melandy est née le 20 octobre 1974 à Miami, aux États-Unis. 5 ans plus tard, ses parents ont eu une deuxième fille, Monique. Dès leur plus jeune âge, on leur a appris que leur première priorité devait être d'obtenir une éducation de qualité. Cette approche a eu une forte influence sur Shannon dès les premières années d'école, elle ne faisait que des excellents, tout en trouvant du temps pour différents clubs et sections où elle dépassait également ses camarades dans tous les domaines. Au lycée, la jeune femme a décidé fermement qu'elle voulait lier sa carrière future à la politique ou au droit. Elle a dirigé le club de débat de l'école, et lors de sa dernière année d'études, elle a même prononcé un discours devant le Congrès américain et l'Assemblée générale des Nations unies dans le cadre de programmes de formation spéciaux. Ce sont ces événements qui l'ont finalement convaincue de vouloir travailler à la Cour suprême. Pour atteindre cet objectif, elle avait besoin d'une bonne formation juridique et Shannon a envoyé des candidatures à plusieurs des meilleures universités du pays. Étant donné ses notes impeccables et ses réalisations dans les activités parascolaires, toutes les universités étaient disposées à l'accepter, mais elle a choisi l'université Emory à Atlanta, en Géorgie. En plus du fait qu'il s'agissait d'une des 20 meilleures universités du pays, la jeune femme s'est vue offrir une bourse annuelle de $15 000 pour les 4 premières années d'études. Ainsi, elle pouvait couvrir la majeure partie de ses frais de scolarité. Après l'obtention de son diplôme, elle a déménagé à Atlanta pour étudier les sciences politiques. L'université lui a fait une grande impression. Elle s'est rapidement installée et s'est fait de nombreux amis. Malgré la bourse que Shannon a reçue, elle a également trouvé un emploi à temps partiel. À quelques kilomètres de sa résidence universitaire se trouvait un terrain de softball qui avait besoin d'employés. Ses tâches consistaient à surveiller le score du match. Le 26 mars 1994, Shannon a dû quitter son emploi à cause d'une erreur de son superviseur. Ce matin-là, un autre employé était censé s'occuper du score, mais la jeune femme a été accidentellement ajoutée à l'horaire et a accepté de travailler au match. Shannon est arrivée au stade vers 8h40, et 4 heures plus tard, son service était terminé. Habituellement, après le travail, la jeune femme s'arrêtait à une station-service à proximité pour acheter une boisson gazeuse. Ce jour-là, elle est également partie, mais personne ne l'a revue par la suite. La direction du stade s'attendait à ce qu'elle revienne après la mi-temps pour rendre sa feuille de score, mais elle ne l'a jamais fait. Son amie et colocataire, Athena, a été la première à donner l'alerte. Au début, elle s'inquiétait lorsque Shannon n'est pas rentrée dans sa résidence universitaire le soir. Elle n'avait nulle part d'autre où dormir et il était peu probable qu'elle reste chez quelqu'un d'autre. Après ne pas l'avoir attendue le lendemain matin, elle a décidé d'appeler ses parents pour voir si elle les avait contactés au cours des dernières 24 heures. Les parents de Shannon étaient au travail à ce moment-là, donc sa sœur cadette a répondu au téléphone. Elle a dit à Athena qu'elle n'avait pas parlé à Shannon ces derniers jours et a promis de demander à leurs parents quand ils rentreraient à la maison. Athena s'inquiétait de plus en plus et a informé 2 amis communs de la disparition de la jeune femme. Ils ont alors décidé de la chercher par eux-mêmes. Ils sont montés dans leur voiture et ont commencé à parcourir le campus. Finalement, ils sont arrivés au stade où Shannon travaillait, et là, une découverte troublante les attendait. Alors qu'ils s'approchaient, ils ont remarqué une station-service près du stade et, à leur grande surprise, ils ont repéré la voiture de Shannon là-bas. C'était une Nissan 280 ZX noire que ses parents lui avaient donnée. En s'arrêtant à la station-service, les amis ont trouvé la voiture vide, mais les clés étaient dans le contact et les portes étaient déverrouillées. Tout cela n'a fait qu'augmenter leur anxiété. Shannon ne laisserait jamais sa voiture, encore moins avec les clés et les portes ouvertes. Depuis que ses parents lui avaient donné cette voiture, elle en prenait soin avec révérence. Se rendant compte que quelque chose de terrible avait pu arriver à la jeune femme, ses amis ont appelé la police, mais les agents qui sont arrivés sur les lieux ont traité la situation de manière irresponsable. Ils ont jeté un coup d'œil rapide à la voiture et ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'un éventuel crime. Il n'y avait pas de sang ni de signe de lutte dans la voiture, alors les agents ont simplement conseillé à leurs amis de ne pas s'inquiéter. Ils n'ont même pas relevé les empreintes digitales du volant et des portes. De plus, ils ont demandé à Athena de conduire la voiture jusqu'au parking de l'université, ce qu'elle a fait. Les agents ont discuté avec les employés de la station-service, qui ont confirmé avoir vu Shannon vers midi hier. Ils n'ont également remarqué rien de suspect. En fin de compte, la version officielle de la police était que, étant donné qu'il n'y avait aucun signe de sang ou de lutte dans la voiture,
Shannon s'était probablement simplement enfuie quelque part. Étant donné qu'elle avait 19 ans à l'époque, personne ne cherchait sérieusement à enquêter sur l'affaire. Ce soir-là, les parents de Shannon ont décidé de se rendre immédiatement à Atlanta pour participer aux recherches. Apprenant que la police était réticente à enquêter sur la disparition de leur fille, ils ont tout fait pour changer cela, et cela a fonctionné, en grande partie grâce à Shannon elle-même. Après son discours devant le Congrès, la jeune femme a été acceptée dans une organisation à but non lucratif par Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis. Les parents de Shannon l'ont informé de la disparition de leur fille, et lui ainsi que le sénateur Bob Graham ont obtenu la participation du FBI dans l'affaire. Les parents se sont rendus à Atlanta et ont commencé à chercher leur fille. Avec d'autres étudiants, ils ont imprimé et affiché des milliers de tracts sur la disparition de Shannon, et un peu plus tard, son père a loué un panneau d'affichage. Parallèlement à cela, il a annoncé une récompense de $10 000 pour toute information permettant de retrouver la jeune femme. Les détectives ont identifié plusieurs suspects parmi les connaissances de Shannon, mais ont rapidement été convaincus de leur innocence. 3 jours après la disparition de la jeune femme, quelque chose d'intéressant s'est produit. Un homme non identifié a appelé la police sur le numéro de la ligne d'urgence indiqué sur les tracts concernant la disparition de Shannon. Il a déclaré que les journalistes s'étaient trompés en signalant la disparition de la jeune femme. Ils avaient dit que Shannon portait un short vers le jour de sa disparition, mais qu'en réalité, il était bleu. De plus, l'appelant a déclaré qu'il avait Shannon et qu'il la garderait aussi longtemps qu'il le voudrait. Il y a un point très déconcertant avec cet appel, c'est pourquoi il n'a pas été pris au sérieux. Malgré les déclarations de l'appelant affirmant qu'il avait kidnappé Shannon, les forces de l'ordre continuaient de croire que la jeune femme s'était enfuie quelque part. Cela a duré encore plusieurs jours jusqu'à ce qu'un homme non identifié fasse un deuxième appel le 6 avril. Cette fois, il a appelé le centre de conseil de l'université et a déclaré que Shannon se trouvait chez lui et qu'elle allait bien. Il a promis d'appeler plus tard pour faire des demandes en échange de son retour. Enfin, il a dit qu'il laisserait la bague de Shannon pour la police près de l'endroit d'où il appelait afin de confirmer ses dires. Cette fois-ci, le FBI a rapidement retracé l'appel et a découvert qu'il avait été passé depuis une cabine téléphonique située près d'un restaurant Burger King en banlieue d'Atlanta. En arrivant sur les lieux, les détectives ont effectivement trouvé la bague dans un sac en tissu enveloppé de ruban adhésif. Les parents de Shannon ont confirmé que la bague lui appartenait bel et bien. Pour eux, cette nouvelle était un soulagement, car ils avaient enfin la chance de voir leur fille en vie. Depuis lors, ils attendent que le coupable rappelle et formule ses exigences. Cet événement a également conduit les forces de l'ordre à requalifier enfin l'affaire de disparition en enlèvement. Le service de police a désigné un nouveau détective principal, et celui-ci a immédiatement relevé le manque de professionnalisme de ses prédécesseurs. Selon lui, presque toutes leurs actions étaient viciées. Ils n'ont pas pris les empreintes digitales de la voiture de Shannon, demandant à un inconnu de conduire et de déplacer la voiture vers un autre endroit. Ils ont également fait peu ou rien pour enquêter sur l'affaire, car ils pensaient que la jeune femme s'était simplement enfuie quelque part et qu'elle reviendrait bientôt. Fort de toutes ces informations, les enquêteurs ont décidé de reprendre chaque piste possible à zéro, et la première chose sur laquelle ils se sont concentrés était le terrain de softball où Shannon avait été vue pour la dernière fois le jour de sa disparition. La situation était compliquée par le fait que plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de la jeune femme. De plus, il y avait eu un match de championnat sur le terrain ce jour-là, ce qui a porté le nombre total de visiteurs et de participants à plusieurs centaines. Les détectives ont tenté d'interroger autant de personnes que possible, les exhortant à se rappeler tout moment suspect lors de ce match. À leur grande surprise, beaucoup ont raconté la même histoire. La seule chose étrange lors de ce match était le comportement de l'arbitre. Selon les joueurs et le personnel du stade, il faisait preuve d'un mépris extrême pour son travail. Il était constamment distrait, y compris pendant les moments clés. Au lieu de faire son travail, il essayait sans cesse de parler à Shannon et de l'inviter à sortir. Le nom du juge était Colvin Hinton, mais il préférait utiliser le surnom de Butch. Cet homme de 33 ans travaillait comme mécanicien pour Delta Airlines local, tandis que l'arbitrage de match était son passe-temps. Il était marié, enseignait le catéchisme à l'église et semblait tout à fait inoffensif. Les détectives ont commencé à creuser plus profondément et ont découvert que Butch avait quitté le terrain de softball presque en même temps que Shannon. Après avoir parlé à ses collègues de travail, ils ont découvert une autre chose étrange. La veille du match, il avait demandé aux autres arbitres de le remplacer car il devait avoir un rendez-vous ce jour-là. Ils savaient tous que Butch était marié, mais il prétendait que sa femme était absente pour quelques jours. Lorsque tous ses collègues ont refusé, il a appelé son patron et lui a demandé de partir plus tôt du match. L'homme a expliqué que la femme de son frère était à l'hôpital et qu'il n'avait personne pour s'occuper des enfants.
Sauf que ce jour-là, Butch est revenu au stade 2 heures après l'avoir quitté et portait toujours son uniforme d'arbitre. Il est entré dans le vestiaire, s'est changé et est parti. 3 heures plus tard, il est revenu au stade où un collègue l'a repéré. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait là, Butch a déclaré qu'il avait oublié de remettre son chèque de paie au service de la comptabilité, mais il n'avait pas son chèque de paie avec lui. De plus, Butch a demandé à son collègue s'il avait vu où sa voiture était garée. Pour un homme qui venait d'arriver au stade, cette question semblait très étrange. Les enquêteurs ont interrogé Butch, mais il a nié toute implication dans la disparition de la jeune femme. Selon lui, après le club, il est rentré directement chez lui. À titre de preuve, il a montré aux détectives plusieurs appels sortant de son téléphone effectués moins de 40 minutes après avoir quitté le stade. On lui a proposé de passer un test polygraphique. Butch a accepté mais a échoué. Presque toutes ses réponses ont été considérées comme fausses, mais cela n'a pas été suffisant pour l'arrêter. Cependant, cela a été suffisant pour obtenir un mandat de perquisition pour sa maison, qui, accessoirement, se trouvait près du fast-food où la police avait trouvé la bague de Shannon. Les détectives ont découvert 2 autres faits curieux. Les voisins de Butch ont déclaré qu'il avait allumé un feu tôt le matin après la disparition de Shannon. Plus tard, l'homme a appelé son père et lui a demandé une scie à main, affirmant qu'un arbre était tombé sur sa voiture. Les détectives se sont rendus chez lui avec leur chien de service, mais ils n'ont trouvé aucun signe de la présence de Shannon là-bas. Toutefois, une découverte intéressante les attendait sur la propriété. Ils ont remarqué 3 endroits avec du sol envahi par la végétation. Lorsqu'ils les ont creusés, ils ont trouvé quelque chose de vraiment inquiétant. Sous terre se trouvaient des dizaines de vêtements et de chaussures de femmes, ainsi qu'un sac de couchage et des fiches de score de terrain de softball. Les experts ont examiné les vêtements exhumés, ont montré des photos aux parents de Shannon et ont conclu qu'aucun de ces articles n'appartenait à la jeune femme. Butch lui-même a affirmé qu'il ne savait pas d'où venaient ces cachettes sur sa propriété. Il supposait que tout cela provenait des anciens propriétaires de la maison. En fin de compte, la police se trouvait dans une situation délicate. De nombreux faits semblaient indiquer la complicité de Butch dans la disparition de Shannon, mais en même temps, il n'y avait aucun indice direct contre lui. Ils espéraient qu'un examen plus détaillé de la voiture de la jeune femme porterait ses fruits, mais là aussi, ils n'ont pas eu de chance. Comme la police n'avait pas relevé les empreintes digitales et cherché des échantillons d'ADN dès le premier jour de l'enquête, les experts n'ont pas pu les trouver, mais ils sont parvenus à une conclusion intéressante. Quelqu'un avait soigneusement nettoyé la voiture, détruisant ainsi tout indice potentiel. Dans le but de trouver des preuves solides contre Butch, l'un des détectives a découvert un fait vraiment intéressant. Il a examiné le sac contenant la bague de Shannon et a découvert que de tels articles n'étaient pas fabriqués pour la vente au détail. Il a contacté le fabricant et a appris que le seul acheteur de ces sacs dans l'État de Géorgie était Delta Airlines. La compagnie elle-même a déclaré que les sacs étaient utilisés par les mécaniciens pour ranger de petites pièces d'avion, et comme nous nous en souvenons, Butch travaillait comme mécanicien pour cette même compagnie, et ce n'est pas tout. Les détectives ont examiné minutieusement toute l'affaire de la bague et ont découvert un autre indice minuscule. Dans la voiture de Butch, ils ont trouvé un morceau du même ruban adhésif dans lequel la pochette avait été enveloppée. Sur le ruban adhésif lui-même, les experts ont trouvé des particules microscopiques du même métal. Après avoir étudié sa composition, ils ont conclu que ce composé était utilisé uniquement dans l'industrie aéronautique. Malgré tout cela, l'affaire est restée en suspens pendant de nombreux mois. La police et les parents de Shannon étaient convaincus que Butch était derrière la disparition de la jeune femme, mais personne ne pouvait prouver son implication. Toutes les preuves étaient circonstancielles. Dès que la compagnie aérienne a eu connaissance des soupçons concernant l'homme, elle l'a rapidement licencié. Avant cela, il avait réussi à se vanter de manière moqueuse à ses collègues qu'il était soupçonné d'avoir enlevé une femme. Après avoir examiné ses antécédents, les enquêteurs ont découvert que Butch avait un casier judiciaire assez impressionnant. Ils ne le savaient pas au début de l'enquête car il n'existait pas de base de données criminelles avancée dans les années 90. Il s'est avéré qu'il avait commis sa première infraction lorsqu'il était encore mineur. Il a obtenu un emploi à temps partiel et un jour, il s'est rendu chez son patron où seule sa femme était présente. Butch a essayé de la ligoter, mais il a échoué. La femme l'a ensuite convaincu que si elle le laissait partir, elle ne dirait à personne ce qui s'était passé. Il l'a cru et a quitté la maison, et la femme a immédiatement appelé la police. Butch a été arrêté, mais en raison de son âge, il a seulement été ordonné de suivre un traitement psychiatrique involontaire. Cela malgré le fait qu'il ait admis vouloir agresser la femme. La fois suivante où il s'est rendu à la police, c'était pour avoir enlevé une jeune femme de 14 ans lorsqu'il était dans la vingtaine et déjà marié.
il a appelé l'ex-petite amie de son frère cadet et lui a dit qu'il voulait la rencontrer. Il lui a assuré que son frère cadet serait avec lui, sauf qu'il est venu seul au rendez-vous. Ensuite, Butch a dit que son frère lui avait demandé de lui offrir un cadeau. Il lui a demandé de mettre ses mains ensemble, puis a enroulé une corde autour d'elle et a emmené la jeune femme dans sa maison, où il l'a enfermée dans le sous-sol. On ne sait pas comment cette histoire aurait pu se terminer, mais la femme de Butch a découvert accidentellement la victime et a appelé la police. La jeune femme a déclaré aux enquêteurs que Butch l'avait agressée sexuellement, mais malgré cela, il n'a été condamné qu'à 4 ans de prison. La victime a également partagé des informations très troublantes. Butch lui a dit que si elle ne se pliait pas à ses exigences, il lui ferait subir le même sort qu'aux 2 précédentes victimes, quel que soit ce que cela signifiait. Libéré plus tôt, moins de 2 ans plus tard, il s'est remarié. Sa nouvelle épouse ignorait le passé criminel de Butch. La police pensait que ces crimes n'étaient de loin pas tous ceux commis par Butch. Les vêtements de femmes enterrées indiquaient qu'il aurait pu avoir d'autres victimes qu'il n'a pas laissées en vie. Les enquêteurs de l'affaire Shannon n'ont jamais pu porter d'accusation contre Butch, ils ont donc continué à rechercher des preuves potentielles, mais en vain. En décembre 2003, Butch a été libéré prématurément de prison après y avoir passé 8 ans et demi. Pendant tout ce temps, la police n'a pas pu s'approcher de l'accusé d'avoir kidnappé Shannon, mais ils ont eu une certaine chance. Pendant son séjour en prison, Butch a souvent fait allusion à d'autres détenus à sa participation à l'affaire et beaucoup d'entre eux ont accepté de témoigner contre lui. Les détectives ont interrogé une dizaine de détenus. L'un d'entre eux, Adonis Cornwell, a déclaré s'être réveillé en pleine nuit en entendant un cri de son codétenu, Butch. Il a dit en pleurs qu'il n'avait pas tué Shannon, que les démons en lui l'avaient fait pour lui. Il a demandé aux autres détenus quelles étaient les chances d'aller en prison pour meurtre si le corps de la victime n'était jamais retrouvé. À l'un des détenus, il a presque avoué ce qu'il avait fait. Butch lui a dit qu'il avait quitté le terrain de softball avec Shannon et que la police avait été extrêmement stupide de ne pas examiner correctement sa voiture. Il a également dit que son corps ne serait jamais retrouvé car il avait été dispersé par le vent. Ce témoignage, combiné à toutes les preuves circonstancielles précédentes, a donné aux enquêteurs l'occasion de porter l'affaire devant les tribunaux. 6 mois plus tard, en août 2004, ils ont finalement arrêté Butch pour la première fois pour enlèvement et meurtre. Selon l'enquête, Butch a aperçu Shannon à une station-service et, sous un prétexte quelconque, l'a attirée dans sa voiture. Ensuite, il l'a menacée de la conduire chez lui où il l'a lui-même conduite. Étant donné que ces crimes passés connus avaient été commis avec des couteaux, cela aurait pu être la même chose dans le cas de Shannon. Ensuite, il l'a enfermée dans la maison et est retourné au stade, garant la voiture de la jeune femme à la station-service. Il a laissé les clés dans le contact, a effacé toutes les empreintes et est parti. Lorsqu'il est rentré chez lui, il aurait pu agresser la jeune femme, la tuer, puis se débarrasser du corps. Peu de gens croyaient que le tribunal le condamnerait. Je pense que tout le monde connaît la phrase « pas de corps, pas d'affaire », et dans la grande majorité des cas, elle reflète pleinement la réalité. Il est extrêmement difficile de prouver qu'une personne a commis un meurtre si personne n'a même vu le corps de la victime. À l'époque, il n'y avait pas un seul cas en Géorgie où un tribunal avait condamné une personne sans corps, mais les enquêteurs ont tout fait pour tirer le maximum des preuves circonstancielles dont ils disposaient. Ils ont même fait venir des détenus au procès qui avaient entendu des allusions au meurtre de Shannon par Butch. Il a lui-même insisté sur son innocence et après la fin du procès, le jury n'a pas pu se décider sur un verdict pendant 3 jours entiers, mais finalement ils ont pris leur décision et ont déclaré Butch coupable de meurtre. Par conséquent, le tribunal l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Il avait 43 ans à l'époque et en théorie, il aurait dû passer le reste de sa vie derrière les barreaux, mais il y avait un désagrément. Le coupable était autorisé à demander une libération conditionnelle tous les 7 ans, selon les lois en vigueur au moment du meurtre. Butch a tenté de contester la décision du tribunal, mais il a échoué et 2 ans plus tard, en 2006, quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. Il a décidé de se confesser du meurtre. Son récit était presque identique à celui de l'accusation. Il a vu Shannon sur le parking et lui a proposé d'aller manger un morceau chez Burger King. Shannon a accepté et ils y sont allés en voiture. Après avoir déjeuné, ils sont retournés sur le terrain, mais Butch a manqué le bon virage, a arrêté la voiture et a dit qu'il avait la jambe engourdie. Il a demandé à Shannon de conduire et s'est installé à l'arrière. Là, il a sorti un couteau préparé et a menacé de forcer la jeune femme à conduire jusqu'à sa maison. Il l'a ensuite attachée et lui a dit qu'il ne lui ferait pas de mal. Butch a dit qu'il voulait seulement vendre sa voiture, après quoi il avait l'intention de la laisser partir. Elle s'est comportée calmement et n'a pas essayé de crier ou de se défendre. Laissant la jeune femme attachée dans la maison, Butch est retourné au stade,
a conduit la voiture de Shannon jusqu'à la station-service et a laissé les clés à l'intérieur. Il a fait cela dans l'espoir que quelqu'un la vole et que cela aide à détourner l'attention de la police. Après avoir soigneusement essuyé le volant et d'autres endroits où il aurait pu laisser des empreintes digitales, Butch est rentré chez lui, a abusé de la jeune femme et est parti au cinéma avec ses neveux et leurs parents. Apparemment, cette sortie en famille qu'il avait initialement prévue comme un alibi. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a de nouveau abusé de Shannon, répétant constamment qu'il la laisserait partir dès qu'il aurait vendu sa voiture. Ensuite, il aurait commencé à réaliser la gravité de ce qu'il avait fait et à essayer de comprendre quoi faire ensuite. Il est allé se coucher, mais s'est réveillé quelques heures plus tard et a commencé à paniquer. Ensuite, il est descendu chez Shannon, a mis une cravate autour de son cou et l'a étranglée. Selon Butch, elle dormait à ce moment-là et tout s'est passé très rapidement. Ensuite, il a passé des heures à se demander quoi faire du corps. Au matin, il a décidé de le brûler, a construit un grand feu et y a ajouté du combustible. Mettant le corps là-bas, il a changé de vêtements et est allé au service à l'église. Lorsqu'il est rentré chez lui, le feu aurait prétendument détruit tous les restes. L'homme a déclaré que le poids insupportable de la culpabilité l'avait poussé à se confesser, mais c'était difficile à croire. D'abord, il a passé 2 appels moqueurs à la police et à l'université, leur disant que Shannon était en vie, alors qu'il avait déjà fait disparaître son corps. Deuxièmement, il prévoyait d'enlever une autre femme, la meilleure amie de sa femme, ce jour-là. Dès que sa femme est partie en voyage, il l'a appelée et lui a demandé de venir. Apparemment, lui et sa femme voulaient la rencontrer, mais l'ami a refusé, ce qui lui a sauvé la vie. Sachant cela, peut-on parler de remords et de culpabilité de la part de Butch? De plus, il a affirmé que le feu avait réduit le corps en cendres en quelques heures, ce qui semble impossible. Selon l'homme, lorsqu'il est revenu de l'église, il n'y avait aucune trace de Shannon. Il aurait prétendument attendu que les cendres refroidissent, les aurait rassemblées et les aurait jetées sur les voies ferrées. Il a très probablement menti et a dû enterrer les restes, y compris les os, quelque part, mais pourquoi aurait-il fait cela? La seule option ici était que Butch a réalisé qu'il pourrait ne jamais être libéré et a décidé de jouer la carte des remords, mais s'il avait indiqué l'endroit où le corps avait été enterré, sa peine aurait pu être modifiée et lui aurait refusé la possibilité de demander une libération. Il a continué à insister sur le fait que l'incendie dans sa maison était réellement dû à un aspirateur cassé, malgré les traces de carburant trouvées par les experts. À l'heure actuelle, il est toujours en prison et sa prochaine demande de libération conditionnelle pourra être déposée en 2025, lorsqu'il aura 64 ans. Les parents de Shannon continuent de se battre pour s'assurer qu'il ne soit jamais libéré. La seule question qui ronge les enquêteurs à ce jour est à qui appartenaient les effets personnels enterrés dans le jardin de Butch. Était-il impliqué dans la mort d'autres jeunes femmes, qui pourraient se compter par dizaines? Partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires et merci de nous avoir suivis.